Donc moi, je suis originaire du Cameroun et je me suis rendu compte en fait à l'âge de 16 ans, donc, quand j'ai eu mon bac en fait, que je rencontrais des jeunes qui avaient, des femmes surtout, qui avaient le même âge que moi, mais qui n'étaient pas allées à l'école. Pourtant, on était dans la capitale ensemble. Et cela m'a un peu choquée parce que je me suis dit, je ne savais pas que c'était possible en fait d'avoir des jeunes qui n'avaient pas le droit à l'école en fait. Et donc, je me suis demandé ce que je pouvais bien faire. Donc, à l'époque, en fait, on utilisait les cartes prépayées pour appeler. Et donc, j'ai économisé avec ma petite sœur. J'ai pris son argent de poche un peu arnaqué, quoi. Et j'ai dit, on va essayer d'aider les autres parce que nous, on a eu la chance, en fait, d'aller à l'école. Et on a essayé de mettre en place des systèmes de revente des cartes prépayées. Et ça se faisait, en fait, par ces jeunes filles qui n'allaient pas à l'école pour avoir un peu de sous pour aller en cours du soir. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et quand les parents, ils ont vu que, apparemment, c'était une belle idée, ils ont un peu mis un peu de sous pour nous accompagner. Et c'est comme ça que mon envie, en fait, de vouloir voir tout le monde avoir les mêmes chances a vraiment commencé. Et vous dites justement que pour réussir les concours, il faut rentrer dans les moules. Les jeunes de quartier et les jeunes qui sont situés dans les villes de province, ils en sont a priori exclus? En fait, quand j'ai eu ma bourse d'excellence pour continuer en France, je me suis rendu compte en fait qu'on était très vite catégorisés. Moi, je dis toujours aux gens, je remplis tous les critères de minorité. Je suis femme noire, je suis immigrée, j'ai fait les sciences et je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai un doctorat. En fait, toutes les minorités possibles. Donc, vous pouvez voir à peu près... Aujourd'hui, vous m'encouragez si je suis contente, mais je peux vous dire en fait que être dans toutes les minorités, c'est des frustrations qu'on accumule en fait. Et donc, moi, en tant que j'ai commencé à enseigner à l'école d'ingénieur à 23 ans, et je me suis rendu compte en fait que non seulement on était 2 filles en doctorat en mécanique, et quand je donnais cours, j'avais 1 ou 2 filles en école d'ingénieur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Et en plus, moi je suis passionnée de l'enseignement, j'aime transmettre le savoir. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a des jeunes en région qui n'osent pas, même s'ils sont brillants, qui n'osent pas, par exemple, se lancer pour le concours de Polytechnique, qui n'osent pas, en fait, se lancer pour le concours, par exemple, de l'ENS, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le niveau, ils ne pourront jamais réussir, qu'ils n'ont pas l'encadrement qu'il faut. Et je me suis dit, c'est dommage, en fait, parce que quand on regarde les statistiques, je ne sais pas s'il y a des personnes, forcément, il y a des personnes issues de grandes écoles, 80% des jeunes qui sont à Polytechnique viennent des meilleurs lycées parisiens. C'est choquant, mais c'est la réalité. Pourtant, on est d'accord que les enfants brillants, intelligents, qui ont le droit de faire partie de l'élite sont dans toute la France. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Et j'ai très vite eu la réponse parce que je me suis dit, même si j'ai un doctorat aujourd'hui, même si j'enseigne les maths depuis, j'ai pas en fait les capacités d'entraîner un enfant pour qu'il ait Polytechnique. Parce qu'il faut connaître les codes du concours. Il faut savoir ce qu'on attend de cet enfant. Et généralement, c'est ce que les élèves, les lycées parisiens l'ont compris. Et je me suis dit, comment je peux faire pour donner les mêmes chances, les mêmes cartes à tous ces jeunes qui ont du talent pour pouvoir avoir en fait la possibilité d'intégrer ces concours. Et donc, Bismarck Edu par une classe virtuelle, une prépa scientifique à distance. Et justement, revenons sur la start-up Bismarck Edu que vous avez fondée. Donc l'idée, c'est justement que les cours sont à distance, mais on retrouve l'ambiance d'une salle de classe. Oui, exactement. En fait, on a travaillé dessus depuis 2016. On l'a lancé finalement en 2018. On trouve que c'est tellement encore trop tôt. Mais le but, c'est qu'un étudiant puisse retrouver toute l'ambiance d'une vraie salle de classe. Je peux dire quand même qu'on n'est pas les premiers dans le monde à se lancer sur ce marché, ou bien sur cette technologie, parce qu'on a notre numéro 1 qui est Stanford, qui a assez bien réussi et nous, on aimerait dépasser Stanford, bien sûr, parce que déjà parce qu'on est tous des docteurs fondateurs, donc on est tous des personnes qui avons quand même essayé de travailler dans la recherche, dans les sciences. Donc on veut apporter ce côté en fait innovation que eux ils ne l'ont pas encore mis en place. Déjà l'année dernière, j'ai été invitée au MIT et ils ont voulu collaborer sur notre projet de recherche. Ils ont dit la condition c'est que vous restez aux États-Unis. On a dit non. On vient de démarrer en France, vous ne pouvez pas venir nous voler notre bébé comme ça. Et donc, du coup, on est revenu. Enfin, donc, du coup, un élève, par exemple, il retrouve un tableau,
il retrouve un professeur, il retrouve ses camarades de classe. Et moi, pendant des cours, je peux envoyer des élèves corriger des exercices au tableau, 2 élèves, 3 parfois. Il faut voir, c'est l'écran de l'ordinateur qui devient le tableau. On a mis en place un système de cahier numérique dont l'étudiant écrit sur une feuille comme s'il écrivait en classe, hein, ça écrit sur son tableau. Et on est capable de suivre en temps et en heure ce que l'étudiant fait. Par exemple, certains nous posent la question, en prépa, il faut beaucoup travailler, il faut les sessions de coaching, il faut de l'entraide entre camarades. Il faut voir que nous, on a la possibilité de faire travailler les étudiants ensemble dans une classe virtuelle. Donc, ça veut dire qu'ils sont en Corse, à Montpellier, à Lille. Ils peuvent se retrouver dans une salle à eux, comme si ils ont réservé une classe de l'internat pour pouvoir travailler et réviser leurs cours. Et aujourd'hui, on est en train de développer en fait un système d'intelligence artificielle qui va permettre aux étudiants en fait de mesurer leurs compétences. Par exemple, quand un étudiant aujourd'hui, n'importe qui, quand un élève apprend ses cours, il est seul quand il apprend. Ou bien il y a un prof particulier, ou bien il y a maman, il y a papa, il y a un aîné. Et donc, nous, ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est de canaliser l'apprentissage, l'auto-apprentissage de nos élèves. Parce qu'ils sont en fait seuls, puisque tout sera à distance. Et donc, du coup, il y aura un robot qui pourra dire à un professeur, dans votre classe, vous avez peut-être 15 élèves, mais les 15 n'ont pas le même niveau, parce que l'élève A n'a pas compris cette notion. Donc, on lui fournit tout le contenu pour qu'il puisse comprendre ces notions-là. Et il faut savoir, en fait, que les enfants ne comprennent pas tous de la même manière, surtout les sciences. Donc, l'approche pédagogique doit être adaptée à chaque enfant pour vraiment parler son langage, pour qu'ils comprennent. Si je prends le cas des hauts potentiels, il y en a forcément des parents qui ont des enfants hauts potentiels, vous allez comprendre, en fait, qu'ils se fracassent parfois la gueule parce que ils ne comprennent pas trop. En fait, moi, je vous dis, on ne comprend pas le professeur. Et donc, moi, j'ai oublié de dire que j'étais en décrochage 3 fois parce que je n'arrivais pas à me sentir à l'aise avec le système habituel de cours. Donc, c'était très difficile pour moi de vraiment être en accord avec mes camarades. Je comprenais mieux parfois quand c'est un camarade qui m'expliquait ou quand, voilà, mais c'est pas évident. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On va enrichir notre IA avec différentes approches pour que chaque enfant puisse se retrouver dans son auto-apprentissage. Et à la fin, par exemple, d'un chapitre ou d'une notion, on sera capable en fait de dire, sur nos 15 élèves, les 15 ont le niveau qu'il faut. Et justement, Daniela, quelle est votre plus grande fierté? Faire bouger les lignes, impacter, avoir un projet qui fait du sens? Ma plus grande fierté, déjà, c'est d'avoir pu être là. Parce que c'est un chemin, en fait, tous les jours on se lève, on se demande est-ce qu'on sera écouté? Est-ce qu'on sera accepté? Est-ce qu'on va réussir à apporter un tout petit peu d'égalité de chance? Il faut voir que nous, notre rêve, en fait, c'est que d'ici 5 ans, quand on regarde les grandes écoles d'élite, il y a assez de jeunes de région, mais également des jeunes de quartier. Parce que ce que je n'ai pas évoqué, c'est que notre concept, il est coûteux. Mais derrière, on s'est dit, moi j'ai eu que des bourses, en fait j'ai fait de grandes études, mais avec que des bourses d'excellence. Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour redonner ce que j'ai reçu? Donc je pars démarcher les fondations. Il y a les fondations telles que la Fondation L'Oréal qui a répondu présente. Il y a d'autres fondations et les collectivités pour dire, on a des jeunes brillants, ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, ils ont la possibilité, grâce à notre système, d'être formés à l'excellence, payer leur formation. Et donc, du coup, on n'exclut personne dans notre accompagnement. Et pour moi, vraiment, arriver à cela, ça sera vraiment une grande fierté. Et justement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut réussir? Ne rien lâcher. Ne rien lâcher parce que je pense qu'il ne faut pas abandonner. Je me rappelle encore quand j'ai démarré, c'est une histoire triste, mais il faut que je le dise. Alors, je suis allée voir un banquier pour dire, voilà notre projet. C'est moi qui portais le projet. Je suis allée voir le banquier et il me répond, pardon, vous ne comprenez pas apparemment ce que vous voulez faire. Je dis si. Il dit, ok, parce que ça semble un peu plus grand que vous. J'ai dit, ah bon? Vous m'avez même pas demandé si j'ai les compétences nécessaires pour cela. Et il me demande, vous avez quoi comme compétences? Je dis, ouais, j'ai un doctorat. En plus, je suis diplômée d'école de commerce et j'ai un doctorat en mécanique. Et après, il me répond, est-ce que vous êtes française? Je dis, mince. J'ai dit, il y a un lien. Et donc, j'ai rien lâché parce qu'il m'a fermé sa porte, mais une autre banque l'a ouvert parce que c'est que j'étais restée sur la tristesse, la dépression en disant...
je vais pas m'en sortir, bah, je serai pas là. Donc je pense qu'il faut rien lâcher. Il faut se dire que si une porte se ferme, 2 portes vont s'ouvrir. Voilà. Bravo Daniela, merci. Merci beaucoup.